À toutes et à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte en un mois 15 000 abonnés de plus. Allez, on va refaire sur ce mois 15 000 nouveaux, je suis persuadé qu'on y arrivera. Vous mettez évidemment les pouces bleus, vous partagez à fond sur tous vos réseaux sociaux. Alors vraiment, je suis très content aujourd'hui. J'ai Nicolas Vidal, évidemment, journaliste en vogue que vous connaissez tous et que vous aimez tous puisque vous suivez, je le sais, Putsch Média, toutes les infos de Putsch Média, que ce soit sur YouTube et Twitter. Évidemment, vous mettez les 4,90 € par mois pour avoir de l'info libre et non censurée de Putsch Média. Bonjour cher Nicolas, comment tu vas? Je suis en pleine forme, cher Mike. Tout va bien pour moi. Toujours en pleine forme. Ben, il faut bien, l'actualité nous permet d'être, donc je le suis. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler actualité, on va parler journalisme, on va parler politiquement correct, on va parler censure, on va parler évidemment liberté d'expression. Dis-moi, cher Nicolas, toi qui es journaliste professionnel, comment on monte aujourd'hui un média comme Putsch Média, sachant que ça fait quand même le nombre d'années qu'on n'a pas qu'un particulier n'a pas monté un média de lui-même, comme on faisait à l'époque de Jean Jaurès, etc. Ben oui, effectivement, c'est important de monter un média. Alors moi, je ne sais pas, j'ai un retour son de mon côté. Je sais pas si tu me Ah non, mais tout va bien. Moi, j'ai pas. Non, moi, ça va. Bon, ben je dois avoir un retour son. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, je te disais pour... Il y a peut-être de l'écho. Ah, on me dit qu'il y a de l'écho. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ça. Alors, attendez, je repars et je... Voilà, je pense qu'il y a un petit écho en tout cas. Voilà. On va attendre que Mike vienne. J'imagine que voilà. le revoilà. Tu m'entends là? Est-ce qu'il y a un retour ou pas? Je te vois très bien, je t'entends très bien. Il n'y a pas d'écho. Voilà. Donc, je vais reprendre ta question. Tu m'as laissé 12 secondes et j'avais l'impression d'être dans Putsch Live. C'est génial. J'ai failli reprendre la main sur Géopolitique Profonde. Donc, déjà, merci Mike de m'inviter sur cette nouvelle chaîne. Dis-moi, voilà, comment on fait pour monter un média comme Putsch? Voilà. Et quel a été, je veux dire, ton déclencheur pour monter Putsch Média? Un média comme Putsch. Monter un média comme Putsch, concrètement, déjà, moi, il faut savoir que j'ai monté mon média en 2007, fin 2007, donc ça remonte un peu, hein, fin 2007, on est en 2022, donc ça fait quand même 15 ans. Je crois que l'idée même du premier média qui s'appelait BSC News, c'était média culturel, et l'idée, c'était toujours la même, je voulais inviter des gens en 2007 que je n'entendais pas dans les médias, dans la culture. Voilà, il y avait des gens qui me paraissaient extrêmement intéressants, pertinents, qui disaient des choses qu'on ne disait pas ailleurs. Et j'en avais marre de voir dans les grands médias toujours les mêmes artistes. D'ailleurs, on voit aujourd'hui ce que ça a donné. Hein. Ils viennent pleurer, les artistes, parce qu'ils ont, notamment de cinéma, pour avoir une baisse des prix des billets. Donc moi, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de monter un média et d'inviter des gens que tu n'as pas forcément partout. Voilà. Et cette technique a plutôt pas mal marché. Ça me plaisait. Et j'ai monté ça jusqu'en 2018. Donc 2007, 2018. Et puis début 2018, voire 2017, je me suis dit... politiquement, ça commence à partir de traviole. Moi, je me suis toujours intéressé à la politique et je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, on passerait pas de la culture à la politique ou du moins politique-société pour dire des choses qui me semblent intéressantes, faire venir des gens comme tu le fais, Mike, toi, dans tes interviews, des gens qui ont des trucs à dire et qu'on voit nulle part. Donc, j'ai métamorphosé BSC News on Putsch et je me suis retrouvé à me dire, bon, maintenant, il y en a marre de lire des trucs dans le mainstream, il y en a marre d'avoir des gens qu'on voit jamais, il y en a marre d'avoir des gens qui font paraître des bouquins qui sont vendus à 32 exemplaires, dont 10 achetés par la famille parce que les médias ne s'intéressent pas à eux. Donc, forcément, je me suis dit, tiens, et donc janvier 2018, je monte Putsch. Et voilà, avec un plan de financement qui est très simple. Je suis le seul investisseur, donc déjà, ça simplifie les choses en termes d'indépendance. Ça complexifie, par contre, en termes de rentabilité, bien entendu. Mais j'ai fait le pari que si je pouvais inviter des gens intéressants, avoir des analyses qui sortaient un peu à contre-courant de ce qu'on racontait un peu ailleurs, eh ben, les gens, au fur et à mesure, penseraient qu'il faut s'abonner à des médias comme les nôtres pour continuer à nous faire vivre et surtout pour continuer à avoir des voix discordantes et se donner toujours un autre regard sur l'actualité. Ça, c'est extrêmement important avec des décryptages, quitte à être un peu cash, quitte à être un peu sanglant, parce que je crois qu'en face, ils le sont, tout autant que nous. Et il m'a semblé ça intéressant. Donc, le projet, ça a plutôt pari réussi. Ça fait 4 ans que Putsch Live existe. Et aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, même si on a toujours besoin d'abonnés, on a toujours besoin de soutien.
parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Voilà pour la genèse, cher Mike. Mais pourquoi putsch? Est-ce qu'il faut prendre le pouvoir justement sur les médias mainstream? Ben, putsch, ça m'a paru assez intéressant. D'ailleurs, j'avais d'autres noms en tête au début. Je vais te faire une confidence, je ne l'ai jamais dit à personne. Au début, je voulais appeler mon média 49.3. Ah, J'avais 49.3. pensé à 49.3 parce que je trouvais que c'était le moment du 49. Enfin, il y avait eu un moment de 49.3 et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, après, bon, j'ai laissé tomber l'idée et j'ai lancé Putsch. Pourquoi Putsch? Ben, c'était pour secouer le politiquement correct. Voilà, c'était à un moment donné faire rentrer dans la bergerie des gens qui sont extrêmement discordants, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui sont saignants, des gens qui ont des bonnes analyses et que l'on n'entend pas justement dans les grands médias, je le répète. Et ça me permettait, je pensais que c'était un besoin des téléspectateurs, des lecteurs, des auditeurs, d'avoir des gens de leur proposer des points de vue bien différents de la soupe et maintenant de la propagande qu'on entend tous les jours. Voilà, matin, midi et soir, et même la nuit parfois. Toi, tu viens de la rédaction aussi de Sud Radio. Est-ce que c'était pas possible d'inviter les gens que tu invites aujourd'hui et d'avoir le ton que tu as aujourd'hui sur Putsch? Alors moi, alors moi j'ai collaboré à Sud Radio avec Éric Morillo, mais ça j'ai collaboré à Sud Radio après avoir monté Putsch, parce que moi j'ai jamais bossé dans un média, jamais. Et j'ai envie de te dire, Mike, heureusement, moi j'ai jamais fait d'études de journalisme, j'ai jamais bossé dans un média. Le seul média dans lequel je bossais, c'est le mien, et je pense que ça sera le seul dans lequel je vais bosser concrètement. Et ensuite, effectivement, après, quand j'ai eu lancé Putsch, Éric Morillo, on s'est rencontrés, il m'a proposé d'animer la première saison avec lui ou de participer en tant qu'éditorialiste à cette belle émission qui était et qui est toujours d'ailleurs Les Incorrectibles. Et on a reçu de grands noms sur de grands entretiens. Je crois qu'on avait reçu Éric Zemmour, on a fait plus d'1,6 million vues ou 1,7 million vues. On a reçu plein de gens de tous les bords politiques et c'était vraiment très intéressant. Mais je suis pas sûr aujourd'hui que, sans parler précisément de Sud Radio, mais je suis pas sûr aujourd'hui qu'on puisse faire une information, qu'on est englué. Pour moi, je répète, je pense qu'on est englué dans une rédaction. C'est compliqué aujourd'hui de faire passer ces idées. J'ai des copains et des copines qui bossent dans des médias parisiens. Quand il s'agit de la crise sanitaire, certains sujets ne passaient même pas la porte de la conférence de rédaction. Pour ceux qui ne savent pas, la conférence de rédaction, c'est le matin la grand-messe. On se réunit dans une grande salle pour préparer soit les JT télé de la journée, soit le journal du lendemain ou le site internet du jour. Et on évoque les sujets, on propose ces sujets. Il y a le rédacteur en chef, généralement le directeur de publication n'est pas là, mais le rédacteur en chef est là, ou les rédacteurs en chef sont là. Et en tant que journaliste, vous venez avec votre petit papier, votre petit carnet comme ça, et vous proposez votre petit sujet en essayant d'expliquer ce qui va être intéressant comme valeur ajoutée. Et sur des sujets comme la crise sanitaire, mais ça a été le cas aussi, Mike, avec l'Union européenne, tu connais bien ces sujets-là. Il y a des journalistes qui ont été blacklistés, même certains ont été placardisés, ne serait-ce que le fait de pouvoir proposer en conférence de rédaction un sujet peut être synonyme qu'est-ce de qui se passait? Voilà, tu proposes un sujet qui est un peu borderline. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit le rédac chef, le directeur de la publication, les autres journalistes? Comment ils te font sentir que voilà, ce sujet-là ne sera pas traité? Alors moi, je vais répondre à ta question très pertinente avec un exemple très pertinent, il me semble, parce que je l'ai vécu, moi je ne l'ai pas vécu en interne, mais on me l'a dit. Quand j'ai lancé Putsch, que dans le petit milieu parisien, il s'est murmuré que j'allais lancer un nouveau média, j'ai compté, d'ailleurs ça m'avait surpris, j'ai une trentaine de journalistes qui sont venus me voir entre novembre 2017 et février ou mars 2018. Une trentaine de journalistes qui bossaient pour la plupart dans des rédactions, qui avaient des CDI, qui étaient salariés, chez France Inter, chez Europe 1, chez tout ce que tu veux, une trentaine. Et tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, aujourd'hui, je suis dans une rédaction où je ne peux pas proposer les sujets que je veux. Voilà, parce que le fait, déjà, je ne le ferai pas passer, mais même pour certains, dans certains cas, soyons précis, je pourrais être placardisé, mal vu. Parce que c'est ça, finalement, c'est être mal vu, placardisé, c'est te filer la chronique des chiens écrasés. C'est ça, la réalité d'une placardisation dans les médias. Et j'ai été très impressionné d'avoir une trentaine de journalistes dans mon bureau qui avaient des CDI confortables dans des grands médias, mais qui me disaient, j'ai vu ton projet, on m'en a parlé, j'ai lu, parce que c'est vrai que j'ai eu une grosse campagne de presse, il faut le reconnaître. Au début, j'ai fait France Info, France Inter, France Culture, j'ai eu une très grosse campagne de presse. Et concrètement, ils m'ont dit, vu cette ligne de médias, moi, ça m'intéresse parce que chez toi, dans un média comme le tien, je vais pouvoir écrire des papiers sans être finalement arrêté, sermonné, vilipendé pour ce que j'écris. Voilà. Et donc ça, c'est des exemples très précis que je te raconte là. Je te tairai bien entendu les noms pour garder l'anonymat des journalistes qui sont venus me voir, mais je trouvais ça extrêmement pertinent. Et à la suite de ces entretiens, je me suis dit, c'est vraiment le moment de lancer un média comme Putsch.
vraiment le moment. D'ailleurs, je rappelle qu'en janvier 2018, vous pouvez aller voir sur les réseaux, on a été 8 à se lancer, je crois. 8 à se lancer en janvier 2018, nouveaux médias. Il n'y a que moi qui reste aujourd'hui. Il n'y a que moi qui reste, je crois, me semble-t-il, ou deux. Voilà. Mais comment tu fais justement pour rester? Parce que tu as une ligne qui est différente. J'imagine que c'est pas facile parce que tu n'es pas payé par le contribuable, comme la plupart des médias. Voilà, comment tu arrives aujourd'hui à survivre face à tous ces mastodontes qu'il y a autour? Ben, après, c'est toujours pareil. Je pense que la valeur ajoutée d'un média comme Putsch, et d'ailleurs comme d'autres, heureusement, comme les nôtres, à nous tous, c'est la valeur ajoutée, c'est la qualité du travail qui est fait derrière, et c'est surtout le choix des invités. C'est surtout le choix des invités. À partir du moment où il y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas représentés ou qu'il y a des voix qu'ils n'entendent pas ou qu'ils ne peuvent pas lire dans les grands médias, ils vont forcément aller chercher une information ailleurs. Ça a vraiment commencé avec les Gilets jaunes et ensuite ça a vraiment perduré, ça s'est amplifié et encore plus avec la crise sanitaire. Et je te parle même pas de la crise énergétique. Tu le vois dans tes audiences, je le vois aussi dans mes audiences. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Donc à partir du moment où tu proposes une information, on va pas s'auto-insulter en parlant de l'alternative, mais une information sourcée qui me semble extrêmement objective et qui respecte, et j'espère qu'on va en parler de la charte de Munich, concrètement, les gens, il y a ceux qui peuvent, ils vont s'abonner. Ils vont s'abonner parce qu'ils sont assurés que les informations qu'ils vont lire chez Putsch ou chez d'autres sont vérifiées, valables, qu'elles te donnent une autre dimension, qu'elles épaississent aussi la situation que nous vivons, les situations dramatiques que nous vivons. Et ça permet aussi, pour certains, beaucoup me le disent, de se réarmer intellectuellement, c'est-à-dire de se réinformer et de se réarmer intellectuellement pour pouvoir aussi personnellement débattre avec les gens avec qui ils ne sont pas d'accord et pouvoir avoir une vision beaucoup plus profonde de la situation en France, du pourquoi, du comment, la crise sanitaire, la crise énergétique, passe carbone, pas passe carbone, pas vaccinal, pas vaccinal. À un moment donné, qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que nous, journalistes, c'est notre boulot à nous de se lever très tôt le matin et se coucher très tard le soir pour essayer de répondre à des questions que nous nous posons. Voilà. Après, je sais qu'on nous a traité de complotistes, ça fait un moment, mais j'ai envie de vous dire que le journaliste qui ne se pose pas de questions, il n'est pas journaliste, il est VRP, les copains. Il est VRP, il est bon pour travailler d'écrire des menus dans le catalogue Picard. C'est ça la réalité. Un vrai journaliste, à un moment donné, il est là pour se poser des questions. Donc, si nous sommes accusés de complotisme, c'est la base même du journalisme. Voilà. Et après, il faut travailler avec le plus d'objectivité possible. C'est toujours compliqué l'objectivité en journalisme. Il faut être très clair aussi là-dessus. C'est très compliqué, mais au moins avec de l'honnêteté intellectuelle. C'est ça, à mon avis, le fondement absolu de notre travail. C'est l'honnêteté intellectuelle, de informer au mieux. Et honnêteté, ça veut dire de recevoir à peu près tout le monde. Voilà, ou du moins les gens que tu as choisis préalablement, qui te semblent pertinents pour venir s'exprimer, soit dans un site, soit devant une caméra, ou soit sur tes chaînes. Voilà, ça, c'est ce travail comme ça. Et je pense que cette valeur ajoutée-là apporte finalement de l'intérêt aux gens. Et certaines d'entre eux, sur 1000 personnes qui regardent le site, il y en a 4, 5, 6 qui vont s'abonner, d'une part pour soutenir parce qu'ils estiment que le travail fait est intéressant. Et c'est vrai que je remercie toujours les gens qui m'écrivent des messages, qui me croisent dans la rue ou en manif ou partout, qui remercient pour ça. C'est souvent, on me dit souvent merci d'être là. Je crois qu'on te le dit aussi à toi, Mike. Hein. Merci d'être là. C'est ça qui est important. Mais surtout, d'être là, c'est une chose. Mais d'informer au mieux et autrement, c'est encore plus important. Mais surtout que toi aussi, tu n'es pas que journaliste, tu es aussi éditorialiste parce que tu as imposé aussi une ligne souverainiste, parce que toi, tu es quand même souverainiste, et ce qui n'est pas évident aujourd'hui, parce que ce n'est pas une ligne dont on peut dire qu'elle est, en tout cas, bien vue parmi le mainstream. Est-ce que tu t'es pas dit quand même, je prends un gros risque alors que je pourrais cachetonner de façon facile dans des rédactions si je ne faisais que ce que l'on me demande? Ah ben, je l'ai écrit dans mon livre Le grand errement des médias. Hein. Pourquoi et comment les grands médias ont trahi les Français depuis 30 ans. Tu as raison. Certains utilisent les grands médias et ils vont dessus, finalement, pour ce que tu appelles cachetonner, ou finalement, effectivement, ce qu'on appelle prendre des cachets dessus, ou prendre des salaires, ou prendre et aller dans le sens du vent. Et aller dans le sens du vent. Moi, c'est pas ma façon de penser. Il y a des chaînes aujourd'hui qui m'ont déjà appelé. J'ai refusé d'y aller parce que ça ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas. Si à un moment donné, on peut pas s'exprimer plus de 3 minutes sur un sujet qui me semble important, eh ben ça, c'est moi comment te dire, l'information pick-up, l'information zapping, ça ne m'intéresse pas. Et cette ligne-là, je la tiens parce que je suis convaincu en tant qu'éditorialiste, et tu as bien fait.
de dire que je suis éditorialiste. Quand je suis éditorialiste, je prends position. Mais moi, je ne me cache pas derrière des oripeaux, je ne me cache pas derrière des étiquettes, je ne me cache pas derrière tout ça. Donc, quand je suis éditorialiste, je prends position sur les sujets et même violemment. C'est d'ailleurs pour ça que c'est vrai que quand je suis allé sur RT France, notamment où j'ai eu une très grosse visibilité sur mes éditos, ils étaient très clairement contre le gouvernement parce que j'estimais que ce que fait le gouvernement et continue de faire le gouvernement est absolument scandaleux, est inadmissible. Donc, et après, je suis journaliste. Donc, il y a ces deux parties, ces deux casquettes. Mais non, oui, il y a peut-être de l'argent facile à se faire dans les grands médias. Mais faire de l'argent facile, Mike, aller poser son cul sur une chaîne mainstream, effectivement, c'est se renier entièrement. C'est renier ce qu'on est, c'est renier ses convictions, c'est renier plein de choses. Donc, je sais bien qu'il faut servir la soupe tiède. Moi, j'ai des exemples très simples et une fois, c'est pas pour faire la promo de mon bouquin, mais je le raconte dans mon livre Le Grand Errement des médias qui est paru chez Hugo Doc. Je rencontre des gens que je connais très bien personnellement, que je vois à l'extérieur des médias et qui ont des points de vue très souverainistes, souvent contre la politique européenne, contre la BCE, contre la planche à billets. Et quand ils vont sur certains médias, chaînes mainstream, ils sont plus du tout les mêmes. Ils racontent absolument le contraire de ce qu'ils me racontent à moi. Et ça, j'ai pas mal de noms en tête là-dessus, des gens comme ça. Vraiment. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, et à chaque fois, je pose la question, parce que je suis un peu naïf, moi, comme garçon. Je suis naïf. Je dis souvent, mais pourquoi tu fais ça? Et là, la réponse est toujours la même, c'est parce que si je dis ce que je pense, ils ne m'éviteront plus. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, il y a d'un côté le cachetonnage, mais tu as aussi des gens qui vont sur les plateaux qui ne sont pas payés parce qu'il ne faut pas laisser croire à nos téléspectateurs que tous les gens qui sont sur les plateaux télé sont payés. Ce n'est pas vrai. Quand vous êtes invité, vous n'êtes pas payé, on vous paye le taxi, mais vous n'êtes pas payé. Mais la réalité, c'est qu'il y a une telle fascination pour le petit écran, une telle fascination d'aller s'asseoir dans un plateau télé avec les lumières à droite et gauche, le maquillage, le taxi. Ça fait bien, ça fait presque star, ça fait une certaine notoriété. Finalement, pour sa petite gloriole personnelle, on est prêt finalement à ne pas dire ce qu'on pense véritablement pour faire plaisir aux programmateurs, aux présentateurs, à la direction de la chaîne pour continuer à y aller. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne mange pas de ce pain-là. Je m'en fous. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allé sur RT France, concrètement, et que quand je suis allé sur RT France dès le début en tant qu'invité, parce qu'au début, je n'étais pas éditorialiste sur RT France, j'étais invité. Donc, on m'a invité pour aller réagir à ce sujet, mais je n'étais pas payé du tout. Après, quand j'ai été éditorialiste, j'avais un contrat, très clairement, pour être tout à fait transparent. Mais je disais ce que je voulais. Et quand j'ai commencé à aller sur RT France pendant les Gilets jaunes, fin novembre 2018, je peux t'assurer, Mike, que j'étais invité sur des médias à cette époque-là. D'ailleurs, il suffira d'aller voir mon actu média avant novembre 2018. Et puis, les médias dans lesquels j'allais assez régulièrement ne m'ont plus appelé. Mais est-ce que, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas fait d'école de journalisme. Ouais. Est-ce que si tu en avais fait une, tu aurais été le même qu'aujourd'hui? Alors, ça, c'est une question. C'est une question, alors c'est marrant, c'est une question que c'est une discussion que j'ai régulièrement avec mon père, qui est un peu mon conseiller éditorial qui me fait les bonnes feuilles et qui surtout m'indique des livres à lire. Et on discute souvent de ça. Et il me dit, je crois que ça a été une chance que tu n'aies pas fait de grande école de journalisme ou d'école de journalisme tout court. Voilà, parce que peut-être que tu aurais été formaté. Alors, c'est une question parce que j'ai quand même un tempérament volcanique. Je suis quand même pas forcément placide comme garçon. Tu me connais en dehors. Je veux dire, d'ailleurs, je suis comme je suis là, je suis dans la vie tous les jours. Et je pense que je pense que j'aurais arrêté d'ailleurs si j'avais dû aller m'enferrer dans une ornière absolument abyssale pour apprendre des choses qui ne m'intéressent pas ou qui me semblent erronées ou qui heurtent mes convictions. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, mais mon tempérament, finalement, la réponse est assez simple. Je pense que je n'aurais pas fait l'école de journalisme. Si j'avais tenté de le faire, je pense que j'aurais vite arrêté. Très, très vite arrêté. Très, très vite arrêté. Oui, parce que les écoles de journalisme, c'est un peu comme l'ENA. On peut être très bon au concours et à l'oral, le jury a compris que tu ne seras pas dans le moule et donc ils ne te prennent pas, quoi. Bien sûr, parce que de toute façon, on est formaté. En fait, moi, j'ai des copains qui sortent des écoles de journalisme. Concrètement, on est formaté. Ils sont formatés. Ils sont formatés à la mondialisation, à l'européisme, à toute une série de choses, au wokisme aussi, pour certains, au wokisme, à une certaine idée de la déconstruction de la France. Voilà ce qui infuse dans ces écoles-là. Pas pour toutes, une nouvelle fois. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne généralise jamais. C'est bien plus complexe que ça. Mais je veux dire par là que les gens que je connais qui en sortent, et quand on voit à un moment donné ce qui se passe dans certaines écoles à Paris, ou les conférences qui sont tenues, ou les conférences qui sont empêchées,
des conférences qui sont empêchées. On voit bien qu'à un moment donné, il y a une volonté d'une déconstruction de l'individu pour en faire finalement le perroquet habile d'une idéologie que j'exècre. Voilà. Donc, tu comprends bien qu'à partir de ce moment-là, eh ben, pour moi, c'était compliqué, que les médias comme les nôtres eh ben, répondent aussi à une foule de gens et qui nous regardent ce soir, très probablement qui nous regarderont en replay, qui, à un moment donné, ont envie aussi d'une information qu'ils estiment autre, extrêmement autre, discordante et qui leur amène un autre point de vue. Enfin, ça, c'est pas compliqué à comprendre, quoi. Vraiment, moi, je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Tu as beaucoup suivi les Gilets jaunes. Dis-moi, est-ce que le fait de les suivre, ça t'a aussi fait changer dans ton métier? Parce que moi, je vais te dire personnellement, bon, je n'ai pas totalement changé en les suivant, mais j'ai quand même, je suis moins dans le clivage, par exemple, tu vois. Bon, je suis plus tolérant, d'ailleurs, je suis beaucoup plus tolérant sur le clivage, ce que je n'étais pas forcément avant. Est-ce que tu as eu un avant et un après Gilet jaune pour toi? Oui, complètement. En quoi? Première chose, sur la forme, le journalisme de terrain. Quand tu fais les premiers ronds-points en plein mois de novembre 2018, dans la pluie, sous le froid, et tu as des ronds-points perdus au fin fond de la Normandie, le bocage normand, où tu as 1500, 2000 personnes, je peux t'assurer que tu apprends rapidement le journalisme de terrain, ce que je ne faisais pas avant. Avant, je faisais du média culturel. Mon journalisme de terrain, c'était les salles de cinéma, le théâtre, les concerts et la danse. Donc, j'ai changé. Je me suis toujours intéressé à la politique, hein, toujours. Mais après, avec les Gilets jaunes, sur le premier point, c'est le journalisme de terrain. C'est aller à la rencontre des gens. C'est à un moment donné briser la glace aussi pour pouvoir discuter avec les gens. Parce que quand tu allais sur un rond-point, Mike, en novembre 2018, et qu'on te disait, on te prenait au début pour un RG, et ensuite, on te disait que tu es journaliste, c'est la première question qui venait. La première question qui venait tout le temps, sur tous les ronds-points, c'était « Vous n'êtes pas de BFM au moins ?» Chaque fois, on m'a rétorqué ça. C'était immédiat, c'était officiel. Dès que j'arrivais sur un rond-point, qu'on voyait que j'étais journaliste, j'arrivais avec mon petit micro, j'arrivais avec mon truc, mon machin, et on me disait « Vous n'êtes pas de BFM au moins ?» Donc, c'était assez rigolo déjà. Tu vois déjà que le terme de merdia est né de là. Voilà. Et après, ça m'a fait changer aussi dans ma façon d'analyser la société, de la comprendre, de l'appréhender, alors que moi, je suis un Français moyen. Je vis entre Paris et Montpellier. Donc, moi, je suis dans un petit village à côté de Montpellier. Moi, je suis un Français moyen, je suis un Français de la France périphérique. J'adore cette France-là. Je ne la quitterai pour rien au monde. Et ils peuvent bien nous traiter de sans-dents de gueux. Je les invite toutes et tous à venir au petit bar de mon village. Nous tiendrons une agora populaire. Je pense qu'en 20 minutes, ils vont bien changer d'avis sur ce qu'est la France périphérique. Et pour continuer à répondre à ta question, bien entendu, ce qui me semble extrêmement intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, moi, je l'ai mieux perçu, la France périphérique. J'habitais à Paris à ce moment-là déjà, mais je ne l'avais pas tellement perçu parce que j'avais créé mon média, donc j'étais plutôt dans des cercles. Et quand je me suis retrouvé sur les ronds-points, quand je me suis retrouvé dans des réunions, parfois des réunions clandestines à l'arrière de bars, notamment dans le Vaucluse, j'ai fait des trucs incroyables, les Gilets jaunes, des manifs sauvages, j'ai fait des trucs incroyables. Et je me suis rendu compte, et ça m'a ouvert les yeux sur l'énorme paupérisation, Mike, sur l'énorme déclassement de gens qui bossaient, parce que je répète, ces gens bossaient, sur le déclassement qui vivaient, ils étaient meurtris par cette société qu'on nous impose. Ils sont meurtris pendant 30 ans de trahison politique. Ils sont meurtris parce qu'ils ne peuvent plus acheter à bouffer. Ils sont meurtris parce qu'ils ne peuvent plus éduquer leurs gamins. Ils sont meurtris parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils sont meurtris parce qu'on les a invisibilisés, on les a insultés et on les a discriminés. Et ça, quand j'ai pris ça dans la gueule, je suis désolé d'être un peu trivial, chers amis, mais c'est ça que j'ai senti. C'est ça que j'ai vécu. Et moi, ça m'a énormément chamboulé parce que du chef d'entreprise, de start-upper avec un média web, digital, ce que tu veux, nanana, je me suis dit, mon grand, il va falloir que tu regardes ce qui se passe autour de toi. Il va falloir que tu regardes. Paris n'est pas le monde, Paris n'est pas la France. D'ailleurs, Paris, ça fait bien longtemps que Paris n'est plus la France. Mais justement, tu as fait le terrain auprès des Gilets jaunes et tu as dû voir comment les Gilets jaunes étaient traités dans les médias. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Tu t'es dit que, mais attendez, ces gens-là qui sont dans les plateaux télé, qui ne sont pas allés sur le terrain, ils racontent n'importe quoi. Oui, il raconte n'importe quoi. Il racontait absolument n'importe quoi. Moi, ce qui m'a frappé, c'était le mépris de classe. Je vais le dire, c'est du racisme de classe. Les gens qui ont invité les Gilets jaunes sur les plateaux, alors très fréquemment, parce que j'en ai regardé quand même, et puis j'ai pas mal de Gilets jaunes que je connaissais qui allaient sur les plateaux et qui revenaient en manif, enfin peu importe. Et pour avoir vu plusieurs séquences, c'est un véritable racisme de classe. C'est-à-dire que je m'explique. C'est-à-dire qu'on considérait le Gilet jaune sur le plateau télé comme un être absolument inférieur, débile.
stupides, bêtes à manger du foin, qui ne comprenaient rien, qui avaient, rappelle-toi, des revendications floues, qui ne correspondaient à rien. Oui, vous avez gueulé contre la taxe diesel, maintenant vous gueulez pour autre chose, vous savez pas trop ce que vous voulez finalement, et puis bon, vous êtes violent parce que vous faites brûler des poubelles. On avait ça, parce que la réalité, c'est que les Gilets jaunes, ça a été le crash test de l'élite oligarchique. Ça a été le crash test des grands médias, ça a été surtout le crash test de nos élites politiques. Et c'est pas seulement Emmanuel Macron. C'est pas seulement Emmanuel Macron, nos élites politiques depuis 30 ans, nos élites politiques qui nous ont trahis depuis 92, qui nous ont trahis en 2005, qui continuent à nous trahir avec Alstom, avec toute une série d'éléments. Et on va pas y revenir, sinon il faudrait faire 4 heures d'émission là-dessus. Mais je veux dire par là, c'est que moi, je m'en suis rendu compte là-dessus. Je me suis dit, mais à quel point on peut faire venir les gens sur un plateau télé. Donc, ça veut dire que tu prends quelqu'un dans une manifestation, tu le récupères, tu le sors de la manif avec son gilet jaune, et il s'est fait gazer toute la journée, il a couru, et il s'est levé peut-être à 3 heures du matin pour faire 4 heures de route. Tu le mets sur un plateau face à 4 éditorialistes ultra connus qui sont rodés à l'exercice média. Tu le sais, l'exercice média, c'est pas facile. Aller sur un plateau télé, c'est pas facile. Même quand on est habitué, c'est pas facile selon qui on a en face de soi. Et ces gens on les posait là, au milieu, tac, et on leur tombait à bras raccourcis, à 4 contre 1 ou à 5 contre 1. Comment veux-tu que ces gens-là se défendent? Déjà, une nouvelle fois, quand tu es habitué des plateaux télé dans cette configuration-là, c'est pas facile au moment donné de pouvoir rétorquer. Si ce n'est hausser le ton, c'est quand même pas idéal. Et là, je me suis rendu compte avec des gens qui se sont fait massacrer. Alors, certains ont tenu un peu la dragée haute, bien entendu, ils ont été rares, mais je veux dire par là, c'était du punching ball. C'était du punching ball. Voilà, c'était délibéré de faire venir des gilets jaunes sur les plateaux télé pour se foutre de leur gueule, pour se moquer et finalement, là-dedans, décrédibiliser entièrement le mouvement de la France périphérique qui est totalement invisibilisé. Et ensuite, je te rappelle-toi, quand les gilets jaunes arrivent sur les plateaux, ils passent un quart d'heure à un moment donné à se justifier d'être contre la violence. Rappelle-toi, on leur met des écrans avec des poubelles qui brûlent, on leur dit « Vous cautionnez la violence ? Vous cautionnez la violence ?» Voilà ce que c'était. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle de journalistes de plateau, de salon, qui a été absolument insupportable et infernale. Et là, dans ce sens-là, c'est qu'à un moment donné, tu vois la grande fracture abyssale entre une élite médiatique, économique et politique, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, je sais que les commentaires vont fuser en me disant c'est pas des élites, une caste oligarchique, si vous préférez, finalement, qui s'est retrouvée à un moment donné avec une France périphérique qu'elle avait méprisée, si ce n'est pour lui filer du Koh-Lanta, de Miss France et des jeux télévisés. Voilà. Et donc ça, c'est compliqué. Donc ils se sont retrouvés avec ces masses de gens qui arrivaient de Picardie, de la Somme, d'Aubre-Bretagne, Languedoc-Roussillon, de Toulouse, de Nice, de partout, qui venaient demander des comptes. Et encore, je trouve que, bon, ils venaient juste demander au début la taxe diesel. Puis après, il y a eu le RIC, rappelle-toi, là-dessus. Donc finalement, c'est ça, c'est la fracture d'une France bobo, cosmopolite, très urbanisée, avec beaucoup de moyens, qui vit dans un vase clos, finalement, une espèce d'endogamie permanente de ceux qui vendent, finalement, qui s'érigent contre les défenseurs de la non-discrimination, qui s'érigent en défenseurs de la diversité, tout ça, et puis finalement qui habitent dans 3 arrondissements à Paris avec 4 digicodes pour rentrer chez eux, qui prennent l'avion en Air France en première classe, business class pour la New York, et qui y vont avec G7 Lounge, d'accord? Donc c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui se sont retrouvés collés face à la réalité de la France. La réalité du granit en parlant de ces élites, est-ce que tu comprends le traitement de l'information, par exemple des mises en examen de M. Colère et de M. Dupond-Moretti? Je veux dire, ça ne choque personne dans les rédactions que ces deux-là soient toujours en poste. Alors ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu des informations et j'ai lu, comme tout un chacun, les médias depuis hier. Et effectivement, Emmanuel Macron est très content que les médias ne se fassent pas les gorges chaudes de ces mises en examen. Voilà, parce que les médias, finalement, sont complices d'omission d'informations. Ils sont complices d'une omission d'informations. Donc là, ils nous cassent les sabots avec la 8e pseudo-vague de Covid et ils nous cassent les sabots avec la guerre en Ukraine. Mais par contre, ils oublient de parler de ça parce que finalement, ça serait déstabiliser le pouvoir. Je reviens toujours à ce qu'avait dit Céline Pigalle. Rappelez-vous, les amis, Céline Pigalle, un colloque à la BNF il y a quelques mois, avait dit, et on avait été quelques-uns, pas beaucoup, à sortir la vidéo, où elle avait dit finalement pendant le Covid, il ne fallait pas aller à l'encontre du consensus social. Sous-entendu, il fallait répéter simplement et marteler, pilonner les éléments de langage du gouvernement, parce que sinon, dire le contraire ou apporter
à un moment donné, la critique ou mesurer ce qui a été dit par le gouvernement en disant on ne va pas tout prendre au pied de la lettre, ça aurait pu, à un moment donné, faire exploser le consensus social. Voilà où nous en sommes. Dans cette histoire très grave, la mise en examen d'Alexis Collère est très, très grave. Cette affaire dure depuis un certain temps. Cette affaire est connue depuis un certain temps. Et on apprend aujourd'hui qu'il a été mis en examen, mais depuis début septembre. Parce que l'info a fuité du parquet. Mais pourquoi les médias n'en ont pas parlé? On le sait, on pose la question, mais on connaît la réponse. Et Dupond-Moretti, bon, toujours mis en examen. On se rappelle tout, j'imagine que vous avez Twitter, vous avez tous les réseaux sociaux. Vous avez vu effectivement quand Emmanuel Macron tense les réseaux sociaux en disant que certains veulent mettre le feu à la plaine. La réalité, c'est que les réseaux sociaux nous servent bien parce que ça nous permet de ressortir les déclarations du candidat Macron sur les mises en examen des gens qui doivent quitter le pouvoir s'ils sont mis en examen. Donc malheureusement, Manu, c'est compliqué, mais les archives, ça sert bien quand même de temps en temps. D'ailleurs, je crois qu'il y a une ou deux archives qui dépassent le million de vues en espace de 2 ou 3 jours. Là, hein. C'est une séquence de 30 Après, tu secondes. as raison. Mais le souci des réseaux sociaux, en tout cas Twitter, c'est que ça ne touche pas Mme Michu et M. Durand. Et malheureusement, pour que Mme Michu et M. Durand soient au courant des affaires comme l'a été McKinsey ou peut-être le Rothschild Gate, ou maintenant, là, justement, ce qu'a dit, ce qu'avait dit Macron il y a 4 ans, il y a 5 ans, pardon, à la télévision, il faut que ça passe à TF1, à France 2, sur le JT de France 3. Mais comment faire pour qu'on ait une plus grande visibilité sur les idées qu'on porte? Alors là, on arrive dans le nœud du problème. Pourquoi? Parce que même si tu faisais des directs sur TF1 ou France 2, tu as une partie de la population qui s'en moque. Qui s'en moque. Donc moi, je veux bien la visibilité des affaires. Regarde l'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey, dans n'importe quel pays démocratique normal, il y aurait eu quelque chose qui se serait passé au moins institutionnellement. Moi, j'aurais été député pendant l'affaire McKinsey. Je peux t'assurer que j'aurais refusé de siéger. Vraiment. Les députés ont siégé. Il y a une affaire, c'est un scandale absolu. Les députés, quel que soit le bord politique, hein, pour le coup, là, hein, soyons d'accord, soyons clairs, hein, sont allés siéger comme si de rien n'était. Bon, ils sont allés dans les médias pour gueuler, désolé, mais ils sont allés siéger. Mais donc finalement, tu te rends compte que cette affaire-là, McKinsey qui est énorme, l'affaire McKinsey c'est énorme, tu as le Uber Files après derrière, qui arrive derrière 3-4 mois après. Les gens, il y a une majorité de gens qui s'en foutent. Vraiment, ils s'en foutent. Pourquoi ils s'en foutent? C'est le nœud du problème. Pourquoi ils s'en foutent? Parce que ça, c'est ma théorie depuis un certain temps, parce que je pense qu'on a délibérément abruti les Français en 30 ans, je le dis assez régulièrement, je l'ai dit chez Morandini, je l'ai dit chez Berkoff, je le dis souvent chez moi, on a abruti délibérément les Français. On leur a plongé la tête dans une grande bassine d'hédonisme. L'hédonisme, c'est l'égoïsme. L'hédonisme, c'est l'hédonisme californien, des gens qui sont liquides, fluides, qui passent leur temps à courir au bord, à Santa Monica avec les écouteurs et qui ne pensent qu'à leur collagène dans les lèvres. C'est ça la réalité. Voilà. Donc on a essayé d'appliquer ça en France avec un soft power américain qui nous a abrutis, d'ailleurs dès notre génération à nous, hein, pour le coup, on a eu les Disney Channel, on a eu tout ça. Après on a eu la télé-réalité, on a eu des modèles américains de séries et de missions de télé-réalité pour nous abrutir, pour visser les gens dans les canapés. En leur disant, messieurs, dames, la mondialisation heureuse, rappelez-vous la mondialisation heureuse. S'il y a du marché, il y a du business. Et s'il y a du business, ça ruisselle. Rappelez-vous qui a dit le ruissellement. Donc, si ça ruisselle, vous, Français moyen à 1500 balles par mois, ça va ruisseler sur vous. Donc, vous pourrez crédit à la consommation, vous pourrez avoir le Scénic, vous pourrez avoir le chien, vous pourrez avoir le RTT. En plus, on vous a mis des compagnies aériennes low cost, donc vous pourrez partir où vous voulez pour 400 balles en inclusive. Et vous allez voir, ça va être génial. Et finalement, ça a été un mensonge économique parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on va dans le mur. C'est un crash absolu ce qui est en train de se passer en France. Et on a menti à ces gens. Mais ces gens, eux, ils sont restés dans le canapé. Ils sont restés et ils n'ont pas vu. En fait, c'est ça l'idée centrale, Mike. C'est qu'il y a encore des gens aujourd'hui. On appelle ça les endormis, j'appelle ça les autruches, les tubes digestifs. On peut appeler ça comme on veut. La réalité de ce que je vois, moi, ici, dans ma France périphérique, et j'y suis tout le temps, c'est que tu as des milliers, une centaine de milliers de gens ou des millions de gens qui n'ont pas conscience aujourd'hui de leur propre déclassement. Ils sont en train d'être déclassés et ils ne s'en rendent pas compte. La question, c'est, oui, je l'entends dans les commentaires, c'est quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Ben, je vais vous répondre. C'est mon analyse, elle n'engage que moi. Ils s'en rendront compte quand ils seront au bord du précipice et qu'ils vont commencer à tomber. Voilà.
un chiffre intéressant. Cet été, je lisais quelque chose d'intéressant. Je lisais que, notamment chez Lidl et Aldi, ce hard discount, les chiffres avaient été de plus de 1 300 000 nouveaux clients en 2021. Ça n'a pas fait l'objet d'aucun article dans les médias. C'était des entrefilés, c'est comme ça. Ça veut dire que plus d'1 million de gens n'ont plus les moyens d'aller chez des distributeurs comme Leclerc, Carrefour, Intermarché, je ne vais pas tous les passer, mais qui sont obligés de se rabattre vers Lidl et Aldi. Il n'est pas infamant d'aller dans le hard discount. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que ces gens-là sont obligés de se rendre compte que c'est trop cher pour eux. Et je parle même pas aujourd'hui parce que l'inflation va taper aussi le hard discount en ce moment-là. Ça va commencer. D'ailleurs, en Allemagne, c'est juste incroyable. J'ai lu un article ce matin sur la presse allemande, c'est incroyable. Peu importe, je passe. Et finalement, ce million de gens, pour la plupart, ne se sont pas rendus compte du déclassement. Donc, ils se disent finalement, ça devient cher, donc je vais aller dans l'hard discount pour payer moins cher. Et puis, c'est marrant parce qu'on nous sort aussi le slogan de la marque. Mais il y a quand même des marques. Il y a quand même des marques dans ces enseignes. Et finalement, tu vois que les gens ont incarné finalement le slogan pour… Moi, je vais te dire, même dans les centres-villes, il y a un déclassement. Je vais te prendre un exemple. Oui. Moi, mes parents habitent Auteuil. J'ai fait mes classes au lycée La Fontaine, qui est Port d'Auteuil, face au Carrefour, hein, pour ceux qui connaissent le quartier. Et parmi mes amis que j'ai eus en classe, je n'en ai aucun qui habite l'ouest parisien. Parce qu'on n'a pas les moyens. On habite tous en banlieue, quoi. Voilà. Alors, nos parents habitaient Paris. Avec 10 000 ou 15 000 francs de l'époque, on pouvait être propriétaire dans Paris, dans le centre de Paris, je ne sais pas moi, Châtelet, dans le 10e, République, etc. Aujourd'hui, avec 3 000 euros, c'est-à-dire 500 euros de plus que les 15 000 francs, eh ben, on ne peut pas habiter dans Paris intramuros. Oui, mais tu as raison. C'est une analyse effectivement qui est intéressante sur la région parisienne et sur Paris intramuros. Mais pour en revenir à ça, et d'ailleurs, je vois dans les commentaires, je passe le bonjour à Florence qui nous parle depuis l'Alberta au Canada et qui me suit, et je vois je vois son commentaire passer. Elle me dit elle nous dit, pardon, la faim va les réveiller. Elle a en grande partie la réponse à la question. C'est la faim. Quand je dis le bord du précipice, je pars de la faim. Je parle d'une inflation, je parle des coupures d'énergie. Mais il arrive ce précipice-là. Est-ce que là, tu le vois arriver? Il y est là. On y est. Par exemple, à Montpellier, est-ce que à Montpellier, à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire il y a 4 ans, et aujourd'hui, à Montpellier, là où tu habites, est-ce que tu sens qu'il y a encore eu 1 ou 2, 3 ou 4 déclassements de plus? Oui, alors 3 éléments de réponse qui sont dans une circonférence de 3 km de chez moi, 4 km de chez moi. Je suis allé dans une grande enseigne, une très grande enseigne, pour faire un peu des courses comme tout le monde, hein, parce que nous aussi, même si nous faisons des émissions, on mange. En plus, j'adore bouffer pour le coup. Donc voilà, mais je suis allé, donc je me suis rendu compte déjà qu'il y a de plus en plus de monde. Bon, ça, vous me direz, c'est normal. Mais je me suis rendu compte aussi que dans les boîtes de conserve, sur le rayon conserve, j'y suis allé 2 fois dans la semaine, la deuxième fois pour être sûr de ce que j'avais vu, parce que je suis journaliste de terrain, donc c'est aussi ça, et dans les grandes surfaces pour voir un peu quand il s'agit de pénurie. J'ai vu que dans les boîtes de conserve où je suis, je ne dis pas que c'est le cas partout, je ne dis pas que c'est partout chez vous comme ça, mais je dis que chez moi, c'est comme ça, du moins. En termes de boîtes de conserve, tous les premiers prix en boîte de conserve, les stocks sont largement entamés. Ça, premier élément de réponse. 2 stations-service à côté de chez moi, elles sont aujourd'hui fermées. Une grosse qui a fermé aujourd'hui. Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien. Voilà. Et bien entendu, par contre, le parking d'une des marques de hard discount, qui n'est pas très loin de chez moi, d'ailleurs, c'est un peu dans le même quartier, elle est remplie de voitures. Donc, ces 3 éléments de réponse qui pourront dire, bon, Vidal, il est content, mais il nous donne des éléments, ça ne veut rien dire. La réalité, c'est que moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Parce que ça veut dire aussi qu'il y a une énorme paupérisation. Et après, il suffit de discuter avec les gens. Moi, je connais pas mal de gens dans mon village qui bossent dans les petits commerces, et certains m'ont avoué qu'ils avaient un CDI dans le commerce dans lequel ils bossaient et qui bossaient en plus le week-end. Ils travaillaient au black le week-end parce qu'ils ne peuvent plus vivre. Ils ont 1 ou 2 enfants, ils ne peuvent plus vivre. Donc, ils sont obligés de bosser au black. Chez moi, dans mon petit quartier, une nouvelle fois, une preuve du déclassement. Cet été, j'ai un monsieur de 70, 75 ans. Chez nous, il fait chaud. Il a fait 40, 45 degrés. Comme chaque année d'ailleurs, hein, pour le coup. Chaque année, il fait très, très chaud. Donc, peu importe. Moi, depuis que je suis tout petit, il fait très, très chaud. Bon, là, cet été, il a fait très chaud, comme tous les étés. Et à 11 h du matin, je vois ce monsieur, je l'ai vu tout l'été, ou du moins les jours ouvrés, lundi, vendredi. Je le vois avec son petit diable, vous savez, distribuer la propagande commerciale, des enseignes distributeurs qui sont dans le coin. D'accord? Donc, je me dis, nous avons quelqu'un qui a 70, 75 ans, donc qui est largement à la retraite, mais qui a besoin de se brûler la couenne
en plein soleil, à 11 h du matin, en plein mois de juillet, pour distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Et en plus, 3 boîtes aux lettres sur 4, il y a écrit « pas de pub ». Stop pub. Donc, autant te dire qu'il met un moment à tous les filer. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des gens comme ça aujourd'hui qui sont dans une telle précarité, qui sont obligés de faire des boulots comme ça. Un autre exemple qui me semble extrêmement intéressant. Nous avons un jour commandé des courses. Cette fois-ci, on était en aménagement, et c'était plus simple. Donc, je suis allé commander les courses en livraison et j'attendais, bien entendu, l'heure fatidique et je m'attendais à avoir un camion arrivé. Voilà, j'ai commencé ça dans une grande enseigne. Et c'est en fait, on m'appelle, on me dit, ben, je suis devant chez vous. D'accord? Donc, je sors devant chez moi et devant chez moi, je vois personne. Je m'attendais toujours à voir le camion. Et en fait, il n'y avait pas de camion. C'est une dame, une particulière, qui, dans sa voiture particulière, sa voiture personnelle, chers amis, avait mis mes courses dans son coffre. Ça veut dire quoi? Donc, moi, je me suis renseigné à ce dame. On en a discuté. Et en fait, c'est une application qui vous permet d'aller finalement le matin, vous vous levez, vous avez besoin de bosser, vous avez besoin de faire 10, 15, 20, 30 balles et vous prenez, finalement, vous saisissez l'opportunité d'aller faire les courses pour les gens au drive. Voilà. Ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Ça, c'est le déclassement. Et cette dame me disait, oui, vous comprenez, on n'a plus trop les moyens, on voudrait retourner dans la Drôme, dans notre maison familiale. Et puis, elle me disait aussi, je me rappelle très bien, elle me disait, mais moi, ça me fait plaisir de rencontrer des gens. Elle me disait ça parce qu'elle avait besoin de me dire quelque chose. Mais la réalité, c'est que ces formes-là, dans les deux derniers exemples que je vais donner, c'est véritablement des formes d'esclavagisme contemporain que Macron adore par-dessus tout. La casse du droit du travail, les emplois précaires, ce qu'on appelle la Startup Nation. Mais la Startup Nation, à part les grands manias que nous connaissons tous, qui en vivent, et les petits bobos qui finalement ont des startups et qui sont financés par des institutions publiques à hauteur de millions d'euros, les autres, ils crèvent. C'est ça la réalité. Et ces exemples-là, dans mon petit patelin, moi, près de Montpellier, dans l'Hérault profond, je le vois devant chez moi. Et je ne vous parle pas de Paris, je ne vous parle pas de Deliveroo, je ne vous parle pas Uber. D'ailleurs, pour le coup, Uber, Deliveroo viennent partout, là, chez nous. Hein. Partout. C'est quand même ça. Ce n'était pas le cas il y a 3 ans, pour répondre à ta question du début, tu vois. Mais voilà. alors, du coup, comment faire Parce que c'est bien, on fait des constats, ça c'est une chose. Oui. Mais alors, c'est bien aussi de proposer des choses et de ne pas faire comme les autres, parce que les autres ne proposent pas. Enfin, je parle du mainstream. Comment faire justement pour sortir de cette fameuse Startup Nation, de cette ubérisation qu'on veut nous imposer? Ben, de toute façon, oui, je vois, je le sais, parce que c'est des commentaires aussi que j'ai dans Putschvibe très régulièrement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, moi, bon, je vous invite déjà à aller voir vos députés, chers amis. Hein, vous devez avoir un député près de chez vous. Donc, je vous invite à prendre vos députés et de lui parler, de lui poser des questions, parce que c'est lui le représentant de l'État. C'est lui, alors vous n'êtes pas peut-être voté pour lui ou pour elle, mais votre représentant, les copains, c'est votre député. Hein. Donc, si vous voulez procéder, si vous avez vous-même des solutions ou des suggestions, je vous invite à aller voir votre député. Vous prenez un rendez-vous, vous faites un rendez-vous républicain avec vos députés et vous y posez des questions. Plus largement, parce que vous, hein, c'est quand même le député, c'est quand même le représentant d'un mandat souverain de la population française face à l'exécutif pour faire un contre-pouvoir. C'est ça, un député. Hein. Voilà. Sinon, après, moi, la stratégie, elle est toujours la suivante, vous le savez. Je veux dire, la paupérisation, la mondialisation, les délocalisations, ça vient de quelque part. Je le dis assez souvent. D'ailleurs, j'ai été souvent beaucoup attaqué pour ça. On le dit, c'est à un moment donné un problème de l'Union européenne. Il y a un problème aussi d'une trahison de nos élites françaises qui ont versé dans la mondialisation, qui ont cassé, qui se sont servis de l'État. Parce qu'on me dit, oui, l'État français donne énormément d'aide sociale. Oui, parce que s'ils n'avaient pas donné d'aide sociale, il y aurait eu un chaos absolu. Donc finalement, ils ont beaucoup filé d'aide, c'est vrai, mais la réalité, c'est que maintenant, ils cassent tout. Ils cassent l'hôpital public, ils cassent le code du travail, ils cassent absolument tout parce que l'État est devenu un cheval de Troie pour que le néolibéralisme soit en train de détruire la France avec la complicité de nos élites politiques. C'est pas qu'Emmanuel Macron. Macron, c'est vraiment le parangon, lui, de la Startup Nation, du marché libre, concurrentiel. C'est lui d'ailleurs l'Uberfy, c'est ça. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut s'attaquer à ça. Il faut comprendre aussi comment ça se fait. La réalité aussi, c'est qu'il faut que les gens collectivement se mobilisent. Vous avez, on voulait qu'on se rappelle maintenant le pourcentage d'abstention aux législatives et aux présidentielles ou pas?
voyez, le début de la solution vient là aussi. Je veux dire, il faut que les gens se mobilisent, il faut que les gens, à un moment donné, voilà, se mobilisent, commencent à réfléchir, comprennent ce qu'il faut faire, et que les actes isolés, c'est compliqué. Je veux dire, aller manifester tout seul dans la rue, bon, ça va pas mener à grand-chose, à part Mais est-ce qu'il ne faut pas, tiens, Ouais. est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait le gros crash, comme peut-être à cause de ce qui va arriver avec l'énergie? On a vu par exemple le maire de Neuilly-sur-Marne qui explique que la facture d'énergie de Neuilly-sur-Marne, Oui. de la ville de Neuilly-sur-Marne, va être multipliée par 32. Est-ce qu'il ne faut pas que ça arrive pour que les gens enfin ouvrent les yeux? Parce que si nous continuons comme ça, nous allons être déclassés tous les ans un peu plus. Ouais. Et en fin de compte, nous ne voyons pas ce déclassement parce que les gens, visiblement, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas ce déclassement par rapport à il y a 20 ans. Je vois que nos générations ne le voient pas, en tout cas, ça, c'est une certitude. Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait, voilà, que ça arrive comme ça d'un coup? Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ta question, Mike, parce qu'en fait, aujourd'hui, cette période que nous vivons, moi, je pense que très clairement, l'an est arrivé au bout. Je pense qu'on est dans un car. Dans un bus, nous sommes tous assis dans le bus, il est lancé à pleine berzingue, Macron a plus les freins, plus les pédales et plus le volant. Voilà, je pense que très sincèrement aujourd'hui, je pense qu'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent plus rien. Ils ont essayé de maîtriser, ils maîtrisent plus rien parce qu'on s'est mis dedans. Et pourquoi ils maîtrisent plus rien? C'est ça la question qui est intéressante. Pourquoi ils maîtrisent plus rien? Parce que nous arrivons à la fin de la trahison politique. Cette trahison politique qui n'a pas été pensée finalement, où on s'est jeté dans les bras de Bruxelles, du néolibéralisme, du marché, des lobbies, tout divers et variés, pharmaceutiques, agroalimentaires, enfin, que sais-je, là-dessus. On a détruit la France aussi en termes de protection sociale, de code du travail et tout. Donc finalement, on se retrouve dans une impasse absolue parce que le résultat de ces trahisons depuis 30 ans, on les a aujourd'hui. Mais les Français sont aussi responsables. Nous sommes, nous tous aussi, collectivement responsables. Parce que les Français ont laissé faire ça. On laissé faire ça. Et je reviens à mon idée du début. On a abruti, je ne dis pas tous, je ne dis pas que les 67 et quelques millions de Français ont laissé faire ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, mais la majorité a laissé faire ça en pensant que ça allait bien. Et aujourd'hui, les Français vont payer très cher la trahison de nos élites politiques. Un exemple, Fessenheim, la destruction de notre parc nucléaire. La destruction de notre parc nucléaire pour des arrangements tacites, débiles, obscurs, opaques avec les écolos de l'époque, d'ailleurs ça s'est fait pareil en Allemagne. Aujourd'hui, si on nous coupe l'électricité avec les lignes qui de 11h ou de midi à 15h, c'est parce que nous sommes énergétiquement, chers amis, à poil. Sanitairement, nous sommes à poil. Alors, il faut quand même se rendre compte que depuis 2008, le Doliprane n'est plus produit en France. Donc, on se retrouve avec ces trahisons, avec ces compromissions avec l'Union européenne, avec Bruxelles, avec Ursula von der Leyen, qui, non élue démocratiquement, voudrait régenter nos vies. Donc, autant te dire que c'est pas demain qu'elle me dise ce qu'il faut que je fasse, Ursula. Et d'ailleurs, elle a pas mal d'affaires. Toi, tu penses qu'ils ne maîtrisent plus rien? Parce que souvent, dans notre public, on nous dit, non, Mike, je sais que Philippe Muller s'est pris un gros clash comme ça par les gens. Non, mais il maîtrise très bien, c'est un plan, c'est un agenda. Toi, tu penses que c'est pas maîtrisé en fait. Pour avoir un plan. Il y a ce débat, tu vois, il y a ce débat. Et ce débat, il est très intéressant. Il est très intéressant. On me le dit souvent aussi, pareil, on me dit, mais oh, Nico, il y a un plan, ils sont là, machin. Écoutez-moi bien. Si vous voulez faire un plan avec Agnès Pannier-Runacher, eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Hein, parce que franchement, on a quand même des gens qui sont pas fin au gouvernement. Hein. Tu as des Gilles Legendre, tu as des Agnès Pannier-Runacher, tu as des Marlène Schiappa. Je veux dire, quand tu veux faire un plan, alors que tu es effectivement une volonté de dissoudre la France telle une vitamine C dans l'Union européenne, dans le mondialisme, oui, je suis d'accord avec vous. Ils le font, ils détruisent l'hôpital, ils font la privatisation de tout. Ils ont fait rentrer BlackRock, ils ont fait rentrer McKinsey, bien entendu, qu'il y a une vente à la découpe de la France. On le sait. On le sait. La réalité, c'est que pour faire un plan, chers amis, il faut avoir des gens intelligents. Moi, tous les têtes qu'on connaît, qu'on voit passer, les Schwab, les machins et tout, sincèrement, ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Je veux dire, dans le sens où ils sont franchement, ils sont pas intelligents, concrètement. Voilà, où ça se voit. Alors peut-être qu'on me dira, et puis même, tiens, partons de l'expérience qu'il y a un plan. Ok, il y a un plan, d'accord. Mais on s'en fout qu'il y ait un plan, en fait. On se fout qu'il y ait un plan. Pourquoi on se fout qu'il y ait un plan? Parce que on se fout de qui dirige ce plan. Le but, c'est de reprendre, nous, notre souveraineté, le contrôle de notre pays. D'accord? Si les Allemands veulent frayer avec le plan, ils frayent avec le plan. Si les Italiens et les Espagnols, pareil, veulent frayer. D'ailleurs, ils sont moins embêtés que nous aujourd'hui, notamment les Espagnols et le Portugal, pour les prix de l'énergie, mais peu importe.
On se fout qu'il y ait un plan, en fait. La réalité, c'est que nous devons, nous, collectivement, reprendre ce qui nous appartient et ce qui appartient aux Français, c'est notre souveraineté. Et c'est à ce moment-là qu'il faut engager la réflexion, c'est comment on reprend notre souveraineté. D'accord? Comment reprend-on notre souveraineté? Par exemple, un exemple. Emmanuel Macron, qui est si va-t-en-guerre avec l'Ukraine, qui est si brutal avec les Gilets jaunes, les gens qui manifestent contre la réforme des retraites, tous les gens qui manifestent socialement ou populairement dans les rues pour leur envoyer du LBD, des canons en haut et des grenades lacrymogènes. Par contre, ça ne le dérange pas de se faire marcher dessus par Ursula von der Leyen, quoi. Lui, ça ne le dérange pas du tout. C'est-à-dire qu'elle dirige tout, elle est sortie de son rôle. C'est l'impératrice qui est de Bruxelles qui a été adoubée, auto-adoubée au Starbucks en face de la gare à Méditerranée. Et ça ne lui dérange pas, à un moment donné, de se faire marcher dessus. Peu importe. La réalité, c'est que ces gens, effectivement, il y a une hiérarchisation dans l'Union européenne. Ursula von der Leyen, on le voit, ça éclate au grand jour. Elle décide de tout, absolument, avec des lobbies derrière qui sont là aussi, parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a plus de lobbies que de parlementaires, et tu le sais, Mike, pour avoir été à un moment donné, tu le sais mieux que moi. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on ait cette discussion-là. Je veux bien qu'on l'ait, mais ça ne sert à rien d'y passer 3 ans là-dessus, en fait. Ça ne sert à rien. La question, parce c'est qu'on n'agit pas. On reprend les rênes. On n'agit pas. Alors, voilà, c'est comment on reprend les rênes. Et les rênes, c'est reprendre la souveraineté. Nous sommes la souveraineté, c'est le peuple qui décide pour le peuple, par le peuple. On est d'accord ou pas? C'est ça. Donc, c'est ça. La réflexion de dire oui, mais je le vois, je sais, on me le dit dans les lives en permanence, on me le dit dans la rue. Nico, tu ne crois pas qu'il y a un plan, un machin? Je m'en fous qu'il y ait un plan. Mais justement, comment ils te le disent, ça, les gens? Parce que moi, je vais dire, bon, peut-être un plan, je ne sais pas en réalité, mais moi, je pense que ceux qui te disent ça, eh ben, c'est une façon aussi de se soumettre à des personnes supérieurement intelligentes, se disant ah oui, mais quand même il y a un plan, ça veut dire que je suis pas assez costaud pour contrecarrer ce plan, et donc du coup c'est une façon de se dire oui, mais comme ils sont très intelligents, bah, du coup je vais rien faire. Oui, non, mais il y a effectivement ça. Il y a effectivement ça. Après, il y a aussi l'histoire de la minorité. Il y a déjà effectivement avoir ce constat. Je veux dire, c'est même pas besoin d'aller chercher un plan. Voilà, encore, on peut en discuter. Effectivement, cette année, nous, dans Putsch, on a beaucoup parlé du forum de Davos. On en a beaucoup parlé. On a fait des interviews. On a balancé des vidéos que personne n'avait eues. Je vous invite à aller les voir. On sait bien ce qu'à Davos. Mais finalement, c'est une organisation mondiale. C'est une organisation mondiale. Mais là, je ne lève aucun voile sur rien. Dire à un moment donné, quand tu as Ursula von der Leyen qui remet un prix à notre ami Bill Gates et qui lui-même remet un prix à Bourla, qui elle-même remet le prix entre Bourla et machin, on voit bien à un moment donné qu'il y a des gens qui se connaissent. Peu importe, c'est une espèce d'oligarchie mondiale. On peut appeler ça gouvernance mondiale, au nouvel ordre mondial. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. La réalité, c'est que tout est sur la table. L'Union européenne est en train de vouloir nous dissoudre, je le dis, telle une vitamine C dans un verre d'eau. Ça, c'est une réalité. La réalité aussi, c'est que c'est aux Français aussi à sortir de leur torpeur, à sortir des réseaux sociaux, réfléchir à ce qui se fait. Mais d'ailleurs, il y a des choses intéressantes. Regarde le nombre de mouvements citoyens qui se sont montés depuis les Gilets jaunes. Et je ne parle même pas pendant la crise sanitaire. C'est impressionnant. J'en reçois 10 ou 15 mails par jour de gens qui montent des collectifs. C'est très intéressant, je suis très intéressé. Mais je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir aussi. Nous, on fait ce travail d'information, Mike. On parle de l'information. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi une responsabilité individuelle de tout un chacun. Notre boulot d'informer, d'inviter des gens sur tes chaînes, faire tes interviews, et comme moi, vous donner des informations, on vous donne les outils pour réfléchir. Après, il y a toujours une responsabilité individuelle. Une responsabilité individuelle qui est là aussi. Et ça, donc, et je dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est facile. Vous avez vu pendant les Gilets jaunes ne voulaient absolument pas de représentation. Ils ne voulaient même pas de porte-parole là. Ils ont été trahis par les syndicats, ils ont été trahis par la classe politique, ils ont été trahis à peu près par tout le monde, donc ils ne voulaient plus entendre parler. Je peux le comprendre. Mais nous, la réalité, c'est que à un moment donné, chacun est individuellement et collectivement engagé là-dessus. Et puis, une nouvelle fois, et je vais revenir à ta toute première question, le clash, ce que tu veux. Aujourd'hui, ce que nous vivons une crise énergétique sans précédent. Parce que nous sommes engagés dans un truc où nous n'avons rien à faire. Rien à faire. Dans la géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des alliés. Voilà, point barre. Ça, c'est clair. C'est De Gaulle. OK. Nous sommes dans une crise énergétique. Nous sommes dans une inflation galopante à cause de l'impression de la planche à billets de la BCE.
D'accord? Nous sommes sous couverture, c'est plus couverture maintenant, nous sommes tenus par l'Union européenne et les traités ineptes que nous avons signés ça et là. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Macron qui les a signés. Hein. Il faut quand même remettre aussi les choses, il n'y a pas que Macron. Et donc, nous sommes aujourd'hui incarcérés dans cette Union européenne qui n'est que le cheval de Troie de la mondialisation dans laquelle les Français sont en train de tout perdre. De tout perdre. Absolument tout perdre. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ne maîtrisent plus rien. Ils ne maîtrisent plus rien dans le sens où aujourd'hui, la conjonction des trois, vous avez le pouvoir d'achat, vous avez l'inflation, délocalisation, chômage, prix de l'énergie. Justement, est-ce que tu sens que voilà, ça leur a échappé? Peut-être qu'en effet, ils ont voulu l'inflation. C'est une possibilité. Oui. Mais le problème, c'est que les conséquences de l'inflation, c'est 50 choses derrière. Et moi, je ne crois pas qu'ils aient vu les 50 choses derrière. Enfin, non, moi, je partage ton avis, je partage ton analyse. Ce qu'on peut dire assurément, c'est que là où ils sont très bons, c'est la gouvernance par la peur. C'est la gouvernance par la peur. Alors là, ça, c'est génial. Ça, ils sont bons. Il y a McKinsey derrière qui balance du truc. On fait de la note pour gouverner par la peur. Et on essaye aussi, et ça, je l'entends. Là, on va peut-être s'entendre avec nos téléspectateurs et nos amis, qu'il y a manifestement aussi, je l'ai déjà dit, que la crise sanitaire, la crise énergétique, et notamment la crise sanitaire, ça a été un test à grandeur nature de soumission totale de la population à des mesures coercitives, inadmissibles et ineptes, bien entendu. D'ailleurs, je renvoie à la commission d'enquête parlementaire où était invité Olivier Véran en qualité de ministre de la Santé, qui avait avoué que McKinsey faisait des sondages dans la population, dans la population générale, en opinion générale, plusieurs fois par semaine, pour connaître le taux d'acceptation de l'idée de vaccination chez les Français. Ça, c'est commission d'enquête parlementaire. Allez voir les extraits, ils sont très simples. Donc, ça veut dire qu'on aura un futur pass de quelque chose très bientôt, peut-être un pass énergétique. Oui. Mais la gouvernance de la peur, oui, là-dessus, on peut s'entendre. Parce que oui, moi, je l'ai dit, hein, j'étais chez TV Liberté il y a 1 mois et demi, j'en ai déjà parlé. Moi, je pense qu'on a eu on parlait, rappelle-toi, du pass sanitaire, on l'a eu, on nous avait traité complotistes. On nous a parlé du pass vaccinal, on l'a eu, on nous a encore traité complotistes. Et je suis sûr que nous aurons le pass carbone. Mais ça, c'est une volonté de soumettre. Parce que tu peux avoir tous les plans du monde, le plus intéressant pour n'importe quel homme politique, enfin, homme politique qui trahit ou femme politique qui veut trahir ou qui veut l'omnipotence du pouvoir, c'est de soumettre les populations. C'est de soumettre les populations et surtout, d'avoir une partie de la population qui, à un moment donné, adhère à une politique indigne, qui va elle-même se retourner contre l'autre. Regardez pendant la crise sanitaire. Vous avez une partie de la population qui s'est retournée contre l'autre. Alors, retournée, pas violemment, je veux dire, il n'y a pas eu des pogroms, des bagarres. Violemment parfois. Hein, mais violemment, non, mais quand je dis violemment, il n'y a pas eu à un moment donné des affrontements pendant des jours et des jours dans des villes. Quand je dis violemment, c'est verbalement, c'est de la délation, c'est de la dénonciation. C'est violent, mais je parlais de violence physique massive. Voilà, violence physique massive. Mais je veux dire par là, c'est que tu as besoin à un moment donné aussi d'avoir une partie de la population qui se retourne contre l'autre. Là, ça va être plus compliqué. Parce que si ces gens, comme je l'entends souvent, ils cherchent le chaos, souvent j'entends ils cherchent le chaos. Le pari du chaos, je peux vous assurer que s'ils le font, je pense que je ne donne pas cher de leur peau. Parce que pour avoir vu la gilet jaune et la violence populaire, je ne suis pas sûr qu'un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, ait intérêt à un moment donné à ce qu'il y ait le chaos. Vraiment. Pour en revenir à Putsch Média, quel est l'avenir de Putsch? Est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles rubriques? Est-ce que Putsch se développe? Voilà, raconte-nous un peu. Alors moi, le développement aujourd'hui, Putsch, déjà, je vais te dire, il y aura du développement s'il y a des abonnés, concrètement. Tant qu'il y aura des abonnés, il y aura des développements. Il y aura donc abonnez-vous, 4,90 sur Putsch Média. Vraiment, moi-même, je suis abonné. Voilà. Merci Mike, en tout cas, vous pouvez, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vous désabonner à un clic. Donc vous n'êtes pas engagé pour rien. Si vous vous abonnez, il y a un clic et vous vous désabonnez. Ça, c'est fait. Il y a les dons aussi. Et puis, donc, il y a ça. Donc moi, j'ai des projets. J'ai des projets sur Putsch Média, mais il faut les financer. Moi, j'adorerais, tu le sais, on a déjà parlé, j'adorerais faire une émission en plateau. Voilà, une vraie émission en plateau. Ça, c'est un truc que je veux absolument faire. Avoir une émission plateau avec des invités, voilà, ça c'est un truc que je veux faire. Donc ça c'est un projet, je suis en train de voir comment le financer, je suis en train de voir ça pour la chaîne Putsch Live et pour Putsch, pour avoir des grands débats et éviter d'être censuré. Et puis là aujourd'hui je fais un peu la promo aussi parce que je suis très content d'y être, je suis éditorialiste sur Getter, je suis éditorialiste politique sur Getter et très sincèrement moi j'y vais parce que je sais qu'un jour on m'a déjà supprimé 2 comptes Twitter avec Putsch Média. D'ailleurs tu avais soutenu avec quelques autres, tu avais lancé le hashtag aussi rendez-nous Putsch Média. Et pour lequel je te remercie. Et donc, je suis sur Getter parce que je sais qu'un jour, je serai viré de Twitter comme ça en 1 minute.
et je serai viré de YouTube parce que YouTube aussi, c'est pareil. On est saccagé sur YouTube, mais alors d'une façon incroyable. La censure, tu as des comptes Twitter, mais tu as déjà été censuré aussi sur YouTube. Tu sens que la censure, elle arrive? Ah ben, je fais un moment qu'elle arrive. Nous, on est à 113 000 abonnés aujourd'hui. On avait 3 fois moins d'abonnés il y a 6 mois en arrière. Et sur une émission où je faisais 200, 300 000 vues sans trop forcer, aujourd'hui, j'en fais 70 000. Alors, avec 2 fois plus d'abonnés. Donc, à un moment donné, c'est que bon, et j'ai 4 vidéos qui ont été supprimées déjà ces dernières semaines. 4 vidéos. Voilà, donc. 4 vidéos? Voilà. Ouais. Ah oui, donc ça va loin. Tu sens que là, ça se rapproche, quoi. Ben, ça se rapproche, oui, je le dis à ma communauté, je leur dis souvent, rejoignez-moi sur Getter, comme tu as fait toi, rejoignez-nous sur Telegram, abonnez-vous au site, parce qu'un jour, Putsch Live, il n'y aura plus de chaîne, forcément, un jour, cette chaîne a été suspendue, et sur Twitter, c'est pareil, un jour, il y aura le compte suspendu définitivement, ça c'est évident, je m'attends à ce qu'on me suspende, maintenant ou demain ou dans 3 semaines, mais ça va arriver. Donc, j'en appelle toujours les gens qui veulent s'informer à aller venir nous voir par les canaux qu'on leur propose, les Telegram, les Getter, tous nos canaux, comme toi. Il faut à un moment donné trouver un maximum de canaux, mais c'est surtout aussi que vous devez venir sur nos canaux. Vous devez à un moment donné vous dire attention, si je tarde à rejoindre Mike ou Putsch ou machin ou Xiaomi, faites-le dès que vous pouvez. Vous allez sur nos canaux, sur nos Telegram, sur Getter pour moi, sur nos sites. Abonnez-vous, inscrivez-vous parce qu'un jour on va nous couper le sifflet. Donc il faut à un moment donné que vous aussi vous preniez conscience de ça. Et pour ceux qui peuvent nous aider, aidez Mike, aidez-nous, aidez Putsch. Voilà. Alors là, on est à 1 heure d'entretien. Je vais devoir du coup te laisser parce que je sais que j'ai 5 minutes encore. Tu es pas mal pris. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, cher Nicolas? Qu'on continue à pouvoir faire ce qu'on fait concrètement, qu'on continue à pouvoir informer les gens, qu'on nous laisse la possibilité de le faire, qu'on nous laisse le libre champ, mais tu le sais, c'est de plus en plus compliqué. Et puis bon, après, ce qui est toujours agréable, et tu le sais aussi bien que moi, c'est toujours de pouvoir rencontrer nos lecteurs, nos abonnés, quand on est dans la rue, quand on est dans Manif, moi j'aime beaucoup l'échange, ils me le rendent de bien aussi. Donc ce que je fais, c'est que ça continue comme ça. Concrètement, qu'on ait toujours plus d'abonnés, mais que ça. Et puis à un moment donné aussi, qu'il y ait une véritable liberté d'informer qui reviennent, qu'on arrête en permanence de nous discriminer, de nous traiter de tous les noms. On en a fait les frais, tout un chacun. On est toujours l'humanité journalistique, ceux qui complotent, ceux qui voient des fake news partout. Voilà, donc je crois qu'il faut... Mais bon, je pense qu'on a choisi un chemin très difficile, un chemin sinueux, mais qui est ô combien passionnant, parce qu'on ne dort pas beaucoup, mais c'est tellement passionnant et grisant de pouvoir vous informer tous les jours. Moi, je suis très heureux de faire ça. Ça fait 15 ans que je fais ça et je suis pas prêt d'arrêter. Et voilà, donc ce qu'on peut nous souhaiter à tous, c'est qu'on puisse continuer à vous informer librement et qu'on ait toujours des invités super intéressants et qu'il y ait toujours de plus en plus de monde. Tes prochains invités, peut-être un petit exclu là, ici, sur Géopolitique Profonde. Un exclu, le prochain invité, je vais recevoir, c'est Laurent Oberton. Voilà, je reçois Laurent Oberton pour Guérilla 3, d'ailleurs, vous allez voir. Lisez Guérilla 1, déjà, c'est pas mal. Et puis j'aurai Mike a dit, petit exclu, c'est en train de se mettre en place. Voilà, je vais sûrement avoir très prochainement Jason Miller, semaine prochaine, interview exclusive. Jason Miller, voilà, c'est le bras droit de Jason Miller, patron de Getter. Voilà, patron de Getter et bras droit, conseiller spécial Donald Trump, qui m'accordera une interview exclusive depuis New York. Bientôt sur Putsch Media. Ouais, pour Media Getter. Donc, grosse interview la semaine prochaine. Je ne lis pas encore parce qu'on n'a pas encore calé la date. On est en train de voir avec les équipes pour voir comment ça on cale ça. Voilà, donc j'essaie de trouver des trucs sympas et puis on aura plein d'invités encore. Le programme est très large. J'ai plein de carnets avec des noms et des noms et des noms et des noms d'invités. Très bien, très bien. On te suivra sur Putsch Media. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci Mike. Je te souhaite le meilleur. Mettez les pouces bleus, vous partagez à fond. Et on est là toute la semaine. D'autres interviews arrivent. Salut à tous. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, bye bye, la démocratie. Salut, ciao.